tous, il est 19 h, vous regardez l'ITSI Sénégal sur la chaîne sénégalaise. L'ITSI Sénégal, une émission qui traite l'information, qui parle d'actualité, qui analyse la société. Au programme, au sommaire du jour, un invité de marque, puisqu'il s'agit du porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Il s'agit bien entendu de M. Babacar Gaye, qui vient sur ce plateau pour parler de l'actualité chaude de ces dernières semaines et de l'actualité des semaines à venir. Dans la seconde partie, Aïcha, notre Miss Météo, nous dévoilera qu'est-ce que le ciel nous réserve ces prochains jours. Santé, Béatrice conclura son focus sur la planification naturelle. Nous accueillerons sur ce plateau deux invités, une dame ayant eu recours à la planification naturelle, l'autre à la contraception. Enfin, art et lettres, Gallo nous parlera de littérature et Babacar Gaye a, comme d'habitude, écumé la toile du net. Il nous en fera le résumé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'ITSI Sénégal. Je suis accompagné de mes deux chroniqueurs politiques, Hassan Samb, juriste, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Rien, bonsoir Abaloka, bonsoir à tous. Bonsoir Hassan, bonsoir Cher. Bonsoir Rien, bonsoir M. Gaye, bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, et donc nous accueillons M. Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir Voilà. Hassan, bonsoir Cher. Bonsoir. Alors si vous le permettez, j'aimerais rentrer directement, sans transition, dans le vif du sujet. Avec la première question, avant de laisser peut-être la parole à mes chroniqueurs, j'ai pu voir, lors d'un point presse, voilà, avec la presse étrangère, hein, le chef de l'État dire qu'il voilà, regardait avec humour l'actualité du Parti démocratique sénégalais. Donc moi j'aimerais savoir votre avis, quelle analyse vous faites de cette déclaration? Ben, si on peut considérer que c'est une déclaration, ce serait dommage que le président de la République, chef de la majorité, puisse avoir autant de sentiments de mépris à l'égard de son opposition, parce que considérer ce qui se passe au sein du Parti démocratique sénégalais comme étant de l'humour ou un jeu de théâtre me semble être un peu déplacé de la part de celui qui devrait aujourd'hui se mettre au-dessus de la mêlée et jouer son rôle de clé de voûte des institutions. Mais voilà, c'est une sorte d'ironie, vous pensez, ou bien il faut le prendre vraiment au premier degré? Ben écoutez, si c'est de l'ironie, il n'est pas très fort en la matière. Il devrait peut-être demander à ses conseillers en communication de lui chercher des phrases choc et des formules qui puissent faire rire et pourquoi pas détendre l'atmosphère si c'était le but recherché. D'accord. Cher? Vous ne pensez pas que répondre par l'ironie était sa façon un petit peu de désamorcer l'atmosphère ambiante qui est très électrique, suite notamment aux déclarations du secrétaire général national du PDS? Ce n'était ni le moment ni le lieu. Je pense qu'il s'adressait à la communauté internationale à travers les représentations médiatiques. Et sous ce rapport, le président Macky Sall devrait avoir une attitude beaucoup plus responsable que de penser que le PDS est aujourd'hui dans la mélasse. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à ce niveau-là une façon pour lui de montrer peut-être qu'en fait le PDS est en train de se dévoyer dans la mesure où Karim Wade est en prison et que peut-être il serait un potentiel candidat? Mais est-ce que le président Macky Sall a aujourd'hui est maître de l'agenda du Parti démocratique sénégalais? Si c'est le cas, nous n'aurons même pas besoin de continuer à exister en tant que force politique crédible et qui a eu à gérer ce pays pendant au moins 12 ans. Je pense que c'est au Sénégalais de se choisir son candidat. Et si c'est le cas de Karim Wade, c'est dans le cas de Karim Wade, il n'appartient pas à son futur adversaire politique d'en rire. Il ne doit ni en rire ni en pleurer. Au contraire, se féliciter que peut-être le Sénégal se met en orbite pour aller à des élections démocratiquement organisées en 2017 si c'est le cas. Et pourquoi pas se battre de manière démocratique pour que lui, s'il a fait un mandat qui puisse le faire réélire, gagner le suffrage des Sénégalais. C'est ce discours-là qu'on attend de lui et non s'occuper de la case de l'autre qui est en train de brûler. Est-ce que la concomitance des dates, à savoir la date des primaires et celle du verdict, entre le 23 et le 23 mars, ne justifie pas effectivement le fait que le président voit quand même à cela une sorte de démarche politicienne, une manœuvre de plus là. Écoutez, Abdoulaye Wade ne finira jamais de manœuvrer au plan politique.
il est un homme politique, il l'assume, c'est le secrétaire général national d'un parti démocratique, d'un parti qui aujourd'hui a pignon sur rue. Aujourd'hui, c'est ce même parti, à travers ses responsables les plus éminents, à travers les militants, à travers toute cette sympathie que nous avons pu mobiliser autour de la candidature de Karim Wade, si c'est le cas, qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons que la date du 21 mars est une bonne date pour organiser l'instance de décision chargée de désigner le candidat en attendant que le Congrès, évidemment, l'investisse. L'un dans l'autre, il n'appartient ni à Macky Sall, ni à la classe politique, ni à la société civile, encore moins à l'opinion publique, de nous déterminer un agenda. C'est à nous de dérouler exactement notre programme politique en fonction de nos intérêts. Pour nous, aller à ce bureau politique le 21 constitue un élément déterminant pour tout ce qui pourrait advenir justement au-delà du 23 mars, qui est une date importante que nous gérons avec beaucoup d'intelligence et que nous souhaitons, en tout cas, dépasser avec le maximum de bonheur possible. C'est en cela qu'il peut être pertinent d'apprécier positivement pourquoi nous hâtons très lentement. On aurait dû le faire bien avant, parce que je l'avais proposé depuis le 23 novembre 2014. Si Maître Wade avait pensé qu'il fallait aller au Congrès au mois d'août, pour ma part, il fallait rester dans le cadre du parti, dans les statuts, dans les règlements intérieurs, désigner d'abord le candidat potentiel ou les candidats possibles pour que le Congrès puisse, le cas échéant, l'investir le moment venu. Est-ce que c'est faute de candidat que vous avez dû repousser justement cette échéance-là? Écoutez, cette échéance n'a pas été repoussée. C'est entre le savons qu'il y a eu une prorogation, donc, parce que la date initialement prévue n'était pas celle du 21. Ah, vous parlez donc de la date de clôture des dépôts de candidature. Je pense que si c'est le cas, je ne suis pas à l'intérieur de la commission, je ne sais pas exactement le niveau de candidature déposée. L'un dans l'autre, je préfère, moi, avoir le maximum de candidats possible que d'avoir un, 2 ou 3 candidats qui pourraient peut-être, de mon point de vue, poser un problème de crédibilité de la démarche. Justement, est-ce qu'il y a un critère de présélection de ces candidats? Le seul critère valable, c'est d'abord être sénégalais, avoir sa carte nationale d'identité, être membre du Parti démocratique sénégalais et écrire une lettre pour demander une investiture. Même si on est en prison, on peut être candidat. Absolument, parce que vous savez, il y a la présomption d'innocence. Et ce ne serait pas la première fois dans l'histoire politique du monde que quelqu'un soit en prison et qu'il soit candidat. Je ne parle même pas du cas qui nous concerne ici au Sénégal, où on a vu quelqu'un qui a été impliqué dans un meurtre, qui a fait l'objet d'une investiture d'un parti politique de la majorité actuelle, et qui, in fine, a été député, continuant à peut-être snober les Sénégalais, parce que jusqu'à présent, on ne voit pas pourquoi la justice ne voudrait pas vider ce dossier. Je vais au-delà de ça. Je vais un peu plus très loin. Et je parle de Bobby Sands, qui a été candidat en prison, élu en prison, et il a pu exercer son mandat en tant que député. Et pourtant, en cette période, c'était encore les armes qui crépitaient entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, l'état d'esprit au sein du PDS, à la veille de l'énoncé du verdict du 23 mars? Écoutez, un parti politique préparé à faire face à ce verdict. Si les politiques nous feront face et avec des moyens politiques, si maintenant les juges sont assez raisonnables pour comprendre qu'il n'y a rien dans ce dossier avec tout ce qui s'est passé avec le compte de Singapour, peut-être qu'en ce moment le Parti démocratique sénégalais va aviser et va avoir l'attitude peut-être qui ferait que nous sortirons triomphants justement de ce verdict du 23 mars, c'est le cas. Mais vous semblez quand même assez confiant quant à un acquittement de Karim. Mais parce que je ne vois pas en quoi ce juge pourrait condamner Karim Wade. Aujourd'hui, jusqu'à présent... Prévoyez-vous de faire le cas échéant si jamais Karim Wade est condamné à rester en prison? Je dis, nous aviserons en fonction de la décision qui serait sortie et des arguments qui seront mis sur la table pour nous convaincre que Karim Wade est condamné et valablement condamné. Je reviens sur justement ce que venait de demander Alain comme question. Nous sommes confiants parce que nous ne voyons absolument rien dans le dossier, quelque chose qui puisse en tout cas étayer la culpabilité de M. Karim Wade. D'abord, on lui reproche un patrimoine et qu'il doit justifier, c'est dans le cadre de la loi sur l'enrichissement illicite, ce qui est tout à fait normal, mais faudrait-il qu'au préalable que ce patrimoine ait été déterminé et ait été déterminé de la manière la plus exacte possible. Malheureusement, comme vous le savez, jusqu'à présent, on se fie à des témoignages de personnalités qui, pour la plupart, sont aujourd'hui en train de gérer des sociétés qui sont mises sous administration judiciaire et qui perçoivent de l'argent payé par la CREI. Deuxièmement, le dossier de Singapour est un dossier important. 47 milliards sur 117 milliards, c'est quand même costaud. Si on enlève cette bourde de Ndaou, qui, de mon point de vue, n'a pas pu apporter les preuves donc, de ces allégations, il a dit devant le juge qu'il n'a aucune preuve sur l'existence du compte. Il n'a pas de preuve que ce compte appartiendrait à M. Karim Wade. Et pourtant, c'est ce
compte qui a fait l'objet de ce mandat qui fait que Karim Wade était pour la deuxième fois mis en demeure de prouver son enrichissement. 47 milliards de 117 milliards, il n'en reste pas beaucoup, sauf peut-être ce qui appartiendrait à Bibo Bourgi. Ne craignez-vous pas justement dans les réquisitoires des progrès, la palette de l'article 34, donc la déchéance civique et civile. Si Karim Wade devrait être candidat et que justement il tombe sur le coup de l'article 34, que ferait le PDS? Écoutez, nous sommes toujours dans la spéculation. Ce qui est cocasse, c'est que le procureur spécial demande dans son réquisitoire qu'on fasse application de l'article 34 uniquement pour le cas de Karim Wade. Je rappelle que dans ce dossier, il y a Karim Wade, il y a pas mal d'autres personnes qui sont impliquées dans ce délit d'enrichissement illicite. Pourquoi avoir choisi la seule personne de Karim Wade pour justement lui appliquer l'article 34? C'est un peu traduire en tout cas cette volonté du pouvoir d'empêcher Karim Wade de poursuivre une carrière politique. Et l'un dans l'autre, je retiens encore que, comme le dit la loi sur la CRI et comme le dit la loi aussi sur les droits civiques, on n'a pas besoin, de mon point de vue, d'en faire la demande. Premièrement, c'est quand la peine encourue est de 5 ans, c'est-à-dire si on peut vous condamner 5 ans, le juge peut ou ne pas appliquer la loi. Au-delà de 5 ans, le juge applique la loi ipso facto. Pourquoi le procureur spécial a-t-il besoin de réaffirmer la volonté du pouvoir d'empêcher Karim Wade d'être candidat en 2017? D'après vous, aujourd'hui, la CRI est un tribunal à relent politique. Absolument, c'est prouvé absolument que la CRI est un instrument politique pour combattre des adversaires politiques, condamner des adversaires politiques, les empêcher d'aller à une élection qui pointe à l'horizon. Son Excellence l'ambassadeur était à Touba, dans le cadre peut-être de ce que je pourrais appeler la diplomatie préventive. Est-ce que vous appréciez un peu la démarche de l'ambassadeur? D'abord, ce n'est pas une démarche préventive, c'est une démarche de réparation. Pagano a pensé aujourd'hui qu'effectivement, peut-être un peu trop tard, que Touba, Tivaouane et les autres communautés religieuses dans ce pays comptent, ce que la France n'a pas pris comme n'a toujours pris comme monnaie de singe. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il a commis une bourde en demandant de manière voilée au juge d'appliquer une peine qui peut-être pourrait condamner Karim Wade, parce que la tournure est tellement forte qu'on a l'impression que la France s'est préparée déjà à accompagner le Sénégal dans une dynamique de condamnation de Karim Wade et dans une dynamique peut-être de réprimer son opposition. Et vous ne pensez pas, excusez-moi, vous ne pensez pas justement que c'est plus une démarche de médiation ou bien de demande de médiation donc à M. Abdoulaye Wade, qui comme tout le monde le sait est un talibé mouride, que M. Pagano était allé chercher à... Pagano n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures. Quand on part du principe qu'il l'a déjà fait, de toutes les façons... De toutes les façons, Pagano n'a jamais eu et n'aura jamais le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal, surtout que ce sont des affaires qui sont pendantes devant la justice. Il ne faut pas que Pagano se prenne pour focard. Il ne faut pas que Pagano pense que le Sénégal est un territoire d'outre-mer. Nous sommes un pays indépendant, nous avons nos institutions que nous respectons. Il faut que Pagano reste dans ce cadre de diplomate qui est venu un ami, c'est vrai, parce que la France est un pays ami du Sénégal. Il ne faut pas qu'il gâche ces relations-là entre le peuple français et le peuple sénégalais par une sortie malencontreuse. Et aujourd'hui, il est en train de se rattraper, pensant que peut-être il n'y a que Touba qui peut aujourd'hui demander à Abdoulaye Wade d'avoir beaucoup de mansuétude par rapport à cette bourde diplomatique. Vous dites, excusez-moi, vous dites que peut-être il tente de se rattraper en allant justement à Touba, mais quand même, après ses propos, il avait dit que si c'était à redire, il le redirait. Donc il avait quand même insisté. Mais c'est parce que justement, c'est une volonté ferme justement de la métropole d'accompagner celui qui est là. Et vous savez exactement quelles sont les relations entre la France et l'actuel président de la République. La France-Afrique est en train de revenir. On l'a constaté avec les grandes entreprises qui nous bouffent nos ressources financières et nos ressources économiques. La France-Afrique est en train de revenir parce que vous l'avez vu, dans le cadre de la francophonie, on a l'impression aujourd'hui que le Sénégal doit reprendre une place qu'il n'aurait dû jamais perdre, parce que Macky Sall donne des garanties en tant que président que la France restera toujours dans son précaré. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est pourquoi M. Abdoulaye avait tout fait pour ouvrir justement nos frontières en matière de coopération à la Chine, aux BRICS, je veux dire l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, la Chine et la Russie. Et le Venezuela. Absolument, des pays qui ne sont pas fréquentables, des pays qui nous ont valu beaucoup d'efforts économiques, et c'est ça, cette rupture que Macky Sall est en train de poser pour peut-être rassurer davantage ceux qui l'avaient aidé un peu à faire partie de M. Abdoulaye Wade, comme ils sont en train de se battre pour que Kabila ne puisse pas remplir un RDC. On pourra vous répliquer que justement, M. Wade aussi a demandé l'intervention de la France et des États-Unis dans ce dossier-là. Pour faire quoi? Pour que le droit soit dit. Vous
savez, entre demander à ce que la communauté internationale qui a droit d'ingérence quand les droits de l'homme sont malmenés et qu'un ambassadeur qui doit avoir la réserve de se prononcer sur un procès en cours, il y a une forte nuance. Je ne dis pas une différence extraordinaire. Abdoulaye Wade, ce n'est pas un diplomate, c'est un homme politique. Paganon, lui, représente la France, toute la France, et je pense qu'il est en train de cacher, en tout cas, les bonnes relations que la France a eues entre oui, mais Monsieur Gaye, on peut dire quand même que la sortie de Paganon a été effectuée pour répondre à celle de Maître Wade, qui, comme nous le savons tous, a fait des déclarations un petit peu dans un sens insurrectionnel. Écoutez, quel type de déclaration Maître Wade a-t-il fait? Pour vous les rappeler, si besoin en est, oui. Abdoulaye Wade, je le cite, oui. Monsieur Macky Sall, l'armée n'est pas avec vous, elle est avec moi. Absolument. L'armée n'est pas avec vous, l'armée est avec le peuple. Elle est avec moi. Avec le peuple, parce que Maître Wade estime que le peuple est de notre côté actuellement. Vous savez, nous sommes dans le terrain politique, nous sommes pendant nos réunions politiques, nous avons la possibilité de nous adresser aux populations, nous avons aussi la possibilité de dire à celui qui est là, et c'est pas maintenant, ça ne date pas de maintenant, depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade a toujours dit à celui qui gouverne, faites attention, les militaires ne tireront pas sur le peuple parce qu'ils sont avec le peuple. Alors, il y a une avalanche d'arrestations depuis quelques jours. Il y a Maître Amadou Sall, une dernière date. Il y a un maire au milieu de Guy de Carreco, un directeur de cabinet du maire. Il y a le lutteur, Baptiste Serras, il y a un marabout à Touba. Quelle serait la réponse? Il n'y a pas que lui, il en reste d'autres qui sont encore. Il y a Wali Albert Ndong à Fatick qu'ils ont interpellé, qu'ils ont convoqué. Hier soir, j'ai appris qu'ils ont convoqué une autre personne membre du Parti démocrate sénégalais. Ils sont en train de vouloir semer le désordre dans ce pays en essayant d'intimider ceux qui luttent aux côtés de Maître Abdoulaye Wade et principalement ceux qui veulent soutenir Karim Wade dans son combat injuste. Moi je pense que fondamentalement, il n'appartient pas au pouvoir sur la base de soupçons d'arrêter des gens et de les mettre en prison. On ne peut pas reprocher à un maire qui a un programme de reboisement, qui a une pépinière dans sa commune, à l'intérieur de sa mairie, qui a acheté connu de tout le monde des pneus usagés pour pouvoir protéger les plants. On lui reproche que oui, vous préparez une insurrection. À supposer même que ces pneus devraient servir à autre chose. Il n'y a pas de délit sans fait. Il n'y a pas de délit sans loi. Il n'y a pas de délit parce que simplement il n'y a pas de volonté de nuire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut reprocher aux Merdiens de préparer une insurrection? Nous ne recrutons pas une armée pour tomber sur Macky Sall. Nous ne recrutons pas des nervis pour tomber sur Macky Sall. Nous nous préparons en tant qu'opposition légale, démocratique, à faire face à une agression que nous considérons comme une agression politique. D'accord, donc à vous écouter, par exemple, les propos de Maître Adama Sall quand il dit que M. Macky Sall... quand il dit que M. Macky Sall ne passerait pas la nuit au palais si jamais Karim Wade est emprisonné à plus de 2 ans, pour vous, donc, ce ne sont pas des propos de nature insurrectionnelle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pas du tout, c'est juste une façon de l'avertir, de lui faire savoir qu'il y a un danger à vouloir forcer comme le font certains dictateurs. Moi, je pense que fondamentalement, ce n'est pas la première fois que des déclarations publiques de ce genre, dans des réunions publiques politiques, sont tenues. Je rappelle que j'ai suivi une vidéo et tous les Sénégalais l'ont suivi. Le président Macky Sall l'a fait à Grand Yoff. Mahmoud Saleh a fait la même déclaration à Grand Yoff parce que simplement il voulait que Maître Abdoulaye quitte la présidence de la République, quitte le palais s'il devait poursuivre justement l'organisation justement de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale portant réforme de la Constitution. Et pourtant, c'était des institutions qui fonctionnaient. Et pourtant, ce sont ces personnes qui animent justement aujourd'hui ces institutions qui s'offusquent justement de déclarations similaires à leur, qui ont déclaré que si M. Abdoulaye Wade tient à un 3e mandat, nous le faisons sortir du palais. Paralysme des formes. Il y a eu un démocrate à l'époque à la présidence de la République, c'est pourquoi peut-être ils n'ont pas été inquiétés. Aujourd'hui, M. Sall fait la même déclaration, il est en prison. C'est la lecture qu'il faut faire justement de cet accès d'énervement inutile de la part de l'État. On n'a pas besoin d'installer le pays dans une dynamique de violence inutile. La violence d'État, elle se comprend parce qu'elle est légitime. Mais vous savez très bien que face à l'oppression, selon justement les déclarations universelles des droits de l'homme, résister est un droit. Là, il y a beaucoup d'appréhension du peuple par rapport au verdict et l'après 23 mars. Est-ce qu'on peut compter sur le PDS pour préserver la stabilité aussi? Tout dépend de ceux qui ont aujourd'hui les cartes en main. Le Parti démocrate sénégalais réagira en fonction de l'attitude qu'aura le gouvernement. À quand la réunification de la grande famille libérale, Idi, Macky, Wade, c'est toute la même famille? À quand le dialogue politique et la réunification? Un grand penseur disait que les crises se résolvent à leur paroxysme.
il arrivera peut-être un moment où ceux qui appartiennent à la famille libérale comprendront leur intérêt, qu'ils sont du libéralisme social, qu'ils ne sont pas des trotskistes, qu'ils ne sont pas des communistes, qu'ils ne sont pas de cette gauche ringarde, mais qu'ils sont des libéraux sociaux. Donc, ils trouveront les moyens de se comprendre et de trouver leur chemin. C'est un vœu que Medwad a exprimé depuis très longtemps, depuis plus d'une année, et je pense que c'est le combat que nous menons. En tout cas, la plupart des grands responsables du PDS mènent ce combat, mais il y a des préalables qu'on ne peut pas éluder. Il faut qu'on soit dans une dynamique de paix, il faut qu'on soit dans un environnement apaisé, il faut que la démocratie souffle un tout petit peu, il faut que les libertés soient débridées. Or, j'ai l'impression avec certains discours que le pouvoir n'est pas prêt aujourd'hui à lâcher du lest. D'accord, alors pour en revenir un petit peu à Karim Wade, donc vous avez déclaré que vous soutenez sa candidature. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. J'ai dit, et textuellement dit, compte tenu de l'analyse que je fais du parti et de la société sénégalaise, si le Parti démocratique sénégalais était cohérent, il aurait organisé un congrès et faire de Karim Wade son candidat. Et vous n'avez pas peur que ça affaiblisse le PDS? Ça ne devrait pas, parce que je pense qu'on est à l'approche d'une échéance importante. Comme dans tous les grands partis politiques, il y a des courants de pensée, vous le savez très bien. Il y a des grands leaders qui tracent leur voie, qui agitent des idées. Il appartient au Parti démocratique sénégalais d'être à la hauteur justement de cette dynamique de dialogue, de débat interne pour pouvoir sortir... Au vu des dernières déclarations de Mme Aïda Mbodj, vous ne craignez pas justement que cette candidature de Karim Wade divise le PDS plus qu'autre chose? Vous savez, Mme Aïda Mbodj est libre de faire sa déclaration. Elle est membre du parti, elle doit donner son avis. Elle est une responsable de haut niveau. D'autres personnes peut-être ont fait des déclarations moins tranchées. Par contre, la majorité, quasi-majorité des responsables du Parti démocratique sénégalais ne sont pas dans cette dynamique. On est dans la dynamique d'organiser un bureau politique, on est dans la dynamique de nous choisir un candidat de manière transparente, régulière avec les représentants des fédérations. Si c'est cela qui est fustigé, cela me pose un problème. Maintenant, quelles sont les conséquences qu'on peut tirer de cela? Il appartient à ceux qui aujourd'hui sur les brancards de dire qu'est-ce qu'ils feront si jamais les choses se passent de manière normale. Parce que nous voulons que, exceptionnellement, de manière inédite, que cette fois-ci, nous choisissons celui qui doit nous diriger pour la présidentielle de manière démocratique. D'accord. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Non, les Sénégalais apprécieront. C'est la réponse que je donne à votre question. D'accord, on sait que Serigne Mbacké a décliné une partie de son programme, si jamais il devient candidat du PDS. Est-ce que l'on sait si Karim Wade s'est livré au même exercice? Est-ce que l'on sait quel est le programme que Karim Wade envisage de mettre en place s'il devient candidat du PDS pour 2017? Je ne suis pas directeur de campagne de Karim Wade pour le choix de cette candidature. Je ne sais pas si Karim Wade devra se présenter. Mais vous avez dit, même si c'est à demi-mot, que vous soutenez sa candidature. Si Karim Wade se présente, je le réaffirme, s'il se présente actuellement, il aura mon soutien. Ça, je peux le confirmer. Deuxièmement, le programme de Karim Wade pour la présidentielle ne pourrait pas sortir comme ça à la faveur d'un exercice démocratique du bureau politique. Et certainement, si je suis dans le camp qui le soutient, je serai obligé, avec lui, d'élaborer justement le bon programme qu'il faut autour du libéralisme social auquel je crois. En dehors de ça, je ne vois pas comment je peux être avec quelqu'un aujourd'hui pour gérer les affaires des Sénégalais. On a vu aussi la rupture entre Malick Gakou et l'AFP, et puis qui a été de suite après reçu donc justement par le PDS. Est-ce que c'est une façon d'aller chercher des forces C'était effectivement quelques jours après la rencontre entre M. Malick Gakou et Maître Wade. Aïssata Tall Sall a été reçue avant Malick Gakou. Elle n'est pas encore dans la situation politique de Malick. Khalifa Sall a été reçu par Maître Abdoulaye Wade et je ne pense pas qu'il ait rompu avec son parti. Maître Wade est aujourd'hui un patriarche qui est ouvert pour parler avec cette quadra, je veux dire cette génération d'après, parce qu'en réalité après lui, le leadership unitaire solitaire disparaîtra. Et sous ce rapport, il est bon d'écouter tout le monde, de voir en quoi... Surtout des gens de la même génération que Karim Wade. Absolument ça que j'appelle la génération d'après. En quoi il est possible d'aller ensemble pour justement mener le Sénégal un peu plus loin. Parce que lui, il a fait un grand pas, même s'il n'a pas tout fait, il ne peut pas tout faire, il n'est pas Dieu. Il appartiendra à nous qui sommes ses héritiers
D'abord, dans son parti, Maître Wade a des héritiers en dehors du PDS. Maître Wade est un panafricaniste et je rappelle que Maître Malick Gakou a été reçu pour la première fois par Maître Abdoulaye Wade. C'était en 97, après le congrès sans débat, et il avait à l'époque mis en place un courant de pensée autour du centrisme. Et Maître Wade l'avait reçu au point E, et pourtant Maître Wade n'était pas président de la République. Donc c'est un vieux compagnonnage qu'on est en train de réchauffer en tenant compte évidemment du contexte. Il quitte son parti parce qu'il est chassé, il est brocardé, il est vilipendé. Il trouvera un refuge chez nous parce que en réalité nous sommes le creuset naturel de tout ce centre qui devrait aujourd'hui diriger le Sénégal. Nous ne sommes ni à droite ni à l'extrême gauche. Nous voulons être un parti de centre, donc un parti rassembleur. Toutes ces personnes que vous citez ont de l'espace dans le PDS ou avec le PDS pour construire l'avenir du pays. Est-ce que d'après vous, Malick Gakou serait un potentiel colistier, un potentiel lieutenant de Karim Wade, à qui il est beaucoup reproché de ne pas être suffisamment sénégalais, entre guillemets, par exemple qui ne parle pas bien Wolof? Est-ce que ça pourrait être une idée du PDS aujourd'hui? Vous savez, ce n'est pas la langue qui détermine l'élection présidentielle. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est de telle ethnie que telle autre ethnie qu'on ne doit pas être président de la République. Sinon, il y a pas mal de Sénégalais qui ne seraient pas présidents et pourtant qui le sont devenus. C'est important, c'est vrai, de parler le Wolof. Je pense que Karim Wade se donnera tous les moyens, s'il est candidat et s'il veut être président de la République, pour s'adresser aux Sénégalais de la meilleure façon possible. Être avec Malick Gakou ne me surprendrait pas pour plusieurs raisons. Ils ont d'excellentes relations qui sont antérieures à cette rencontre avec Maître Abdoulaye Wade. Ils sont de même génération. Il n'y a pas de raison que s'ils ont un même adversaire, pourquoi pas aller ensemble et le combattre. Parlons de la CREI, tu veux revenir sur la CREI. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est vraiment un tribunal qu'il faut brûler ou bien qu'il faut maintenir dans notre ordonnance non judiciaire? La CREI n'aurait jamais dû exister. La CREI n'aurait jamais dû être réhabilitée par Macky Sall. Pourquoi? D'abord, nous avons au Sénégal des institutions qui fonctionnent, très solides. Nous avons un corpus institutionnel, des structures chargées de contrôle et d'inspection qui sont d'une compétence avérée, qui auraient pu, de mon point de vue, faire l'état des lieux, un diagnostic, faire un audit, regarder exactement en quoi tel ou tel Sénégalais qui a eu à gérer est fautif dans sa gestion, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la reddition des comptes. Et le cas échéant, sanctionner ceux qui sont fautifs. La CREI n'est pas là pour ça. La CREI reproche à des Sénégalais d'être enrichis et de manière négative, de manière illicite, pensant que forcément quand on est riche, on l'est de manière illicite. Ça peut l'être. Je n'absous pas les hommes politiques. Ici comme ailleurs, on a connu des malversations, on a connu des enrichissements sans cause. Et ce n'est pas, de mon point de vue, au Sénégal, qu'on pourrait dire que oui, nous sommes propres et ce sont les autres qui ont les mains sales. Par contre, ce sont les méthodes de la CREI qui ne respectent pas les libertés publiques, qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas les droits de la défense et qui ne permettent pas à celui qui est accusé, condamné le cas échéant, de revenir à la charge par un appel. Il n'y a que la cassation qui est permise et or une cassation c'est juste pour voir si les procédures judiciaires ont été correctement employées pour sanctionner le cas échéant ou pour libérer. Voilà donc pourquoi moi, en tant que démocrate, militant des droits de l'homme, je pense que la CREI est une juridiction unique qui n'existe qu'au Sénégal, nulle part ailleurs dans le monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire l'exception dans le respect des libertés et des droits de l'homme. La CREI doit mourir de sa belle mort. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il risque de faire mal et peut-être que ceux qui demain viendront au pouvoir après Macky Sall seront tentés de laisser la CREI vivre encore quelques mois, le temps de sanctionner. Ce pourrait être le cas du futur candidat du PDS? Je ne sais pas. Pour le moment, le programme du candidat du PDS n'est pas encore élaboré. Nous verrons exactement s'il faut maintenir la CREI ou utiliser d'autres voies. Mais je pense que nous ne ferons pas autant de cynisme que tous ces hommes politiques qui ont utilisé cet organe pour combattre des adversaires. Nous sommes assez démocrates et nous avons assez prouvé qu'on était capable d'avoir une victoire, de gagner contre nos adversaires et de les laisser librement continuer à s'opposer et pourquoi pas ouvrir aux affaires. C'est ça l'esprit démocratique. Maître Wade en est un. Monsieur Gueye, il y a un certain silence de certaines personnalités du PDS. Je pense à M. Souleymane Ndéné Ndiaye, je pense à Samuel Sarr,
Je pense à peut-être Maître Madické Niang dans une moindre mesure. Comment est-ce que vous expliquez cette retenue de ces personnalités du PDS? Écoutez, ils ne sont pas prolixes comme moi, ils ne sont pas porte-parole, c'est des gens qui ne communiquent pas beaucoup, vous le savez. Peut-être que c'est ça qui fait la différence. Peut-être que pour certains, ils n'ont pas autant d'engagement militant, je veux dire, connu des Sénégalais. Pour autant, ils continuent à garder leur appartenance au PDS, ils apportent à Medouat le soutien qu'il lui faut, mais Babacar Gaye n'est pas un homme ordinaire au sein du Parti démocratique sénégalais, comme les petits Samuel, comme les petits Madické, Suleiman, qui ont leur caractère qui n'est pas le mien. C'est pourquoi peut-être vous ne les entendez pas, mais ils sont avec nous. Ils restent dans le cadre du parti, ils travaillent pour massifier le parti, pour renforcer le parti et pour revenir aux affaires. On n'a pas besoin de faire la même chose. Moi, je m'occupe peut-être de transmettre la parole du parti. Eux, ils s'occupent peut-être de trouver des moyens ailleurs, du lobbying ailleurs, un renforcement de nos positions à Touba, ou peut-être à Tiawan, ou peut-être dans la diaspora. On ne sait pas. De toutes les façons, chacun fait son boulot et je respecte justement leur choix. Très bien. Hassan? Non, peut-être, pensez-vous pas que le PDS, quand même, c'est Karim Wade seulement qui pourrait diriger le parti, apparemment? Pour l'instant, la question de celui qui doit diriger le parti ne se pose pas. Nous voulons encore garder Maître Abdoulaye Wade, c'est ma position. Mais il ne peut pas être candidat. Je ne suis pas, je ne parle, c'est deux choses différentes. Moi, parler du parti. Diriger le parti. Non, diriger le parti. Diriger le parti et être candidat, ce n'est pas la même chose. Pour l'instant, Maître Wade reste le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Nous voulons le garder aussi longtemps que possible parce que vous ne m'avez pas posé la question. Sans Abdoulaye Wade, il n'est pas évident que le Parti démocratique sénégalais garde toute son hégémonité et toute sa force. C'est pourquoi je prône, et ça c'est mon combat, que Maître Wade reste secrétaire général, qu'il nous accompagne jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir. Et en ce moment, on aura toutes les latitudes avec peut-être les ouvertures qui vont se présenter à nous, pouvoir, présidence, assemblée, primature, gouvernement. Que les gens, les uns et les autres seront raison gardés pour garder la famille. Vous pensez que le PDS va survivre à Wade? Ça dépend de nous. Nous sommes responsables demain si le Parti démocratique sénégalais s'effiloche ou qu'il implose parce que M. Abdoulaye Wade aura peut-être pris sa retraite politique. Très bien. Alors, avant de conclure, j'aimerais peut-être vous poser une dernière question, mais de façon brève, concise. J'aimerais recueillir votre réaction par rapport, parce qu'on n'en a pas parlé, des propos de Maître Wade et peut-être aussi comment se sent-il à l'heure actuelle. Lesquels propos de Maître Wade? Sa dernière sortie. Il en a tellement parlé. Oui, sa dernière sortie concerne Macky Sall. Il dit que parce qu'il n'a pas fait la prison, donc c'est pourquoi il envoie les gens en prison. Vous parlez de ça? On parle d'une sortie un petit peu plus vieille de quelques semaines. Laquelle? Sur l'esclavage et l'anthropophage, tout ça. Oui, vous savez, c'est un débat que moi j'ai déjà dépassé en son temps. Je pense avoir pris les positions que je devais avoir. Et je pense que le président Macky Sall lui-même a compris. Abdoulaye Wade pareil, parce que vous n'avez jamais entendu Macky Sall rebondir sur l'affaire, même si derrière il y avait des seconds couteaux qui ont cherché à remuer le couteau dans la plaie. Du côté de Maître Abdoulaye Wade aussi, je pense que c'est une page qui est tournée. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est le 23 mars. Ce qui nous préoccupe, c'est 2017 avec un candidat qui gagne. Comment se sent? Comment se sent-il? Il est extraordinairement serein, vous le connaissez. Abdoulaye Wade, c'est quelqu'un qui vit toutes les situations de manière ponctuelle, à chaque instant, sa tâche et sa déclaration. Aujourd'hui, il est sur autre chose. Et je pense que lui parler même d'une déclaration qu'il aurait tenue avant, peut-être le ferait sourire un tout petit peu. Moi, ma dernière question, M. Gaye. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que porte-parole du PDS, est-ce que vous avez un message d'apaisement que vous souhaitez adresser à l'endroit des gens du PDS et de vos sympathisants au lendemain du verdict du 23 mars, quel qu'il soit? Il est unique. Restez serein, mobilisé pour faire face à toute agression de nos droits. Je pense que fondamentalement, ce n'est pas à moi de donner un signal pour apaiser ce pays. Ce que je peux faire par contre, c'est rassurer tout le monde que le Parti démocratique sénégalais est un parti de démocratie, que nous sommes des Sénégalais patriotes qui sont conscients de nos responsabilités et qui sont conscients de la gravité de l'heure. Il appartient à la clé de voûte des institutions, celui qui est le premier responsable, parce que dans l'opposition, nous avons le privilège de l'irresponsabilité. Il appartient donc au président Macky Sall de montrer la voie pour que ce pays reste ce qu'il a toujours été. Un pays de paix, une démocratie apaisée,
pour que l'opposition se pose avec son discours accepté, parce que ça fait partie de notre corpus politique, et ensuite une majorité qui présente un programme et un projet politique cohérent, critiquer le cas échéant par son opposition. C'est ça notre habitude, c'est ça notre culture. On ne peut pas faire l'économie d'un consensus autour de ces idées, autour de ces valeurs. En dehors de ça, nous allons dans une chantelie qui n'en profitera pour personne. Et j'estime que le 23 mars ne doit pas être la fin du pays. Et après le 23 mars, le Sénégal continuera son bonhomme de chemin vers le développement. Il ne faut pas que nous cachions ce que nous avons pu construire depuis des millénaires, j'allais dire, parce que nous avons voté depuis bien avant la révolution de 1789. Ce n'est pas maintenant que nous allons cacher ce que nos ancêtres nous ont légué. Et les principaux responsables aujourd'hui, c'est Macky Sall qui est le président, mais c'est aussi les responsables du PDS qui comprendront peut-être l'un dans l'autre que le moment venu, ils ne descendront jamais dans le précipice. J'ai ma foi en ça, car j'ai appris que les crises se réservent à leur paroxysme. Très bien. Monsieur Babacar Gaye, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions également d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui remercie la SCS et vous encourage évidemment à poursuivre dans cette voie. Merci. Après moi, il y aura d'autres porte-paroles, il y aura d'autres hommes politiques qui pourront peut-être davantage animer votre plateau. En tout cas, félicitations et mes encouragements. Merci beaucoup. On vous remercie. Cher Hassan, on se dit vendredi. Voilà, on se retrouve vendredi. Tout de suite, vous retrouvez votre flash d'information. Qu'on avait donné à ce mot au départ. Mais évidemment, nous pouvons constater que à travers l'histoire, le mot a eu une signification beaucoup plus chargée. Et donc, la notion de littérature aujourd'hui, la définition la plus partagée que l'on retrouve presque dans tous les dictionnaires est la suivante: littérature, ensemble des œuvres orales ou écrites ayant une finalité esthétique. Mais je veux dire que c'est à partir peut-être du XXe siècle que la littérature a commencé véritablement à avoir le statut qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Le statut, n'est-ce pas, d'art, véritablement. Parce que c'est à partir de cette époque-là que Fontenelle, un grand penseur, a parlé de belles lettres. Donc le seul fait d'associer la notion de beauté et la notion de lettres signifiait pour lui une manière véritablement de montrer que la littérature ne pouvait plus se suffire d'être un simple élément qui sert à récupérer un savoir. Qu'est-ce qui confère à la littérature cette beauté? Mais parce que tout simplement l'homme de lettres, celui qui choisit de faire de la littérature, il choisit aussi de créer de la beauté. Il en est conscient. Il sait qu'il ne peut revendiquer sa légitimité qu'à partir du moment où justement il produit de la beauté. Il n'y a pas d'homme de lettres, il n'y a pas de littérateur sans projet de beauté. Donc la beauté est fondamentalement associée à la notion de littérature. Maintenant, comment la beauté transparaît à travers l'œuvre? De toutes les façons, à partir du moment où l'homme de lettres est conscient qu'il doit produire de la beauté, c'est à lui maintenant de concocter tout un ensemble d'éléments pour arriver, n'est-ce pas, à réaliser ce projet-là. Ça passe par la création d'images, parce qu'il n'y a pas de littérature sans images. Il faut, n'est-ce pas, utiliser des figures de style. Il faut utiliser une syntaxe qui ne soit pas forcément celle que l'on retrouve dans la communication régulière. Il faut aussi peut-être que celui, n'est-ce pas, qui produit de la littérature soit conscient qu'il doit être original. Et cette originalité-là, c'est le fait tout simplement d'avoir beaucoup lu
mais de comprendre que ce qu'on a lu, on doit en faire en quelque sorte un tremplin pour aller plus loin. Être original, c'est comprendre que je dois laisser ma marque en tant qu'homme de lettres. Je dois, au-delà de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai engrangé, je dois créer maintenant un projet littéraire qui me soit personnel. Alors, Gallo, tu peux... Oui, alors, M. Mbaye, vous avez entendu, mais ce que je retiens des propos de M. Ba, c'est le sens référentiel du mot littérature. Et il a parlé des contenus et non du contenu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter de cela? Bon, toujours, en parlant de contenu, il a parlé de message. Que l'écrivain, il a deux soucis. Le souci de transmettre un message, mais aussi le souci de séduction à travers une œuvre d'art. Donc il s'agit véritablement d'une œuvre d'art. Et dans l'intervention de M. Ba, vous avez bien constaté cette dualité de l'utile à l'agréable. Et dans son évolution, la littérature a eu à privilégier les aspects esthétiques. N'oublions pas qu'il y a des courants même qui ont privilégié l'esthétique au détriment de l'utile. Quand je prends l'exemple de la poésie parnassienne, à l'image de Gauthier qui disait il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid, c'est dire que la beauté aussi occupe une place importante dans la création littéraire. Parce que l'écrivain est d'abord un artiste. Et le souci premier de l'artiste, c'est la séduction. Flaubert l'a dit. Le but de l'art, c'est le beau avant tout. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un message aussi qu'un homme adresse à un autre homme. Le lecteur et l'écrivain. Je peux dire qu'il n'y a pas de livre sans lecteur. Que c'est le lecteur qui fait vivre le livre. Tout à fait. C'est un co-créateur. Vous voyez bien cela. Et à partir de ce moment-là, je peux dire qu'il y a une complicité, un pacte entre l'écrivain et le lecteur. Ce qui fait que des fois, le lecteur lui-même arrive à vivre comme vrai ce qui n'est que faux. C'est ça d'ailleurs la magie de la lecture d'un roman. Oui. Et M. Ba l'a si bien dit, cette dualité elle est importante. Et je peux dire que la littérature dans son évolution, surtout sur le plan esthétique, a connu, comment dirais-je, des modifications importantes, même de véritables révolutions dans l'écriture. De telle sorte qu'à un moment donné, dans l'évolution de la littérature, on s'est intéressé même aux mutations dans l'écriture. Aux mutations dans l'écriture, quand je parle des poètes romantiques, aux poètes parnassiens, jusqu'aux poètes surréalistes, il y a eu beaucoup d'innovations. De même que dans le roman, aussi il y a cette évolution. De sorte que le roman finalement est devenu même au XXe siècle, ce n'est plus le récit d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. C'est l'écriture en fait qui a connu un véritable un grand changement. Tout à fait. Gallo. Voilà, effectivement, je crois que le Gourenbey, professeur, l'a si bien dit. Un autre aspect que je voudrais aborder, c'est le passage de l'oral à l'écrit. Donc je crois qu'au niveau de la littérature médiévale, c'était un peu la littérature orale. Alors c'est à ce propos que M. Ba, pour le deuxième élément, revient un peu sur le passage de l'oral à l'écriture. Très bien, on retourne avec M. Ba alors. Orale a existé et continue d'exister. Les grands griots de l'Afrique noire sont aussi des hommes de lettres. Ceux qui ont appris à Senghor à sentir la beauté et la truculence de la poésie dans son Joal natal, c'était des hommes et des femmes de lettres. Il les a même chantés, il les a célébrés. J'aurais pu prendre d'autres aires culturelles, ce sera le même constat. Je veux dire que même en Occident, quand vous remontez un peu la source, vous vous rendrez compte que leur littérature a été orale avant d'être écrite. Il y a eu ce qu'on a appelé les jongleurs, il y a eu les troubadours, les trouvères, les aïettes, les bardes. Et toutes ces catégories-là, c'était des catégories qui transmettaient, je veux dire, une littérature mais orale. Si on prend des textes comme Les Mille et une Nuits, qui est un texte culte, lu par des centaines de millions de lecteurs à travers le monde, mais ce texte-là a été d'abord un projet oral. Donc le fait d'oublier
que la littérature est à la fois orale et écrite, ça, pour moi, c'est vraiment une chose très grave. Si on prend le cas de quelqu'un comme Birago Diop, c'est un homme de lettres qui a fait l'école occidentale, qui a acquis, n'est-ce pas, la culture occidentale, qui a été à l'école des Blancs. Mais nous savons que si cet homme-là de chez nous a pu avoir la réputation qu'il a, mais c'est parce que tout simplement il a écrit les contes et la vanne, les nouveaux contes d'Amadou Koumba, mais ça vient d'où? Tout cela, c'est un patrimoine culturel oral. Oui, Goura, professeur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Parce qu'il a parlé de jongleur, de troubadour et de trouvère. Pour me référer même à la littérature africaine, comme l'a si bien dit M. Ba, je peux dire que nous, notre civilisation d'abord est une civilisation d'abord d'oralité, qui reflétait à travers le conte africain. Vous avez vu qu'il a pris l'exemple de Birago, qui s'est singularisé, bien qu'il soit formé à l'école occidentale. Il a eu à revisiter le patrimoine oral africain, qui a été valorisé à travers le nouveau conte d'Amadou Koumba de Birago. Et je peux dire qu'en Afrique aussi, dans le cadre de la littérature, l'art du proverbe, nous avons des réalités, et qui est un trait culturel, qui est le reflet de notre littérature orale. Et c'est le cas aussi, il a pris l'exemple des troubadours et des trouvères, ces poètes de cour qui chantaient louanges, les grandes dames de l'aristocratie. Je peux dire qu'aussi, à ce niveau-là aussi, il y avait une certaine oralité en Europe. Oui, c'est bien. Vous me permettez encore, Monsieur Mbaye, par rapport aux genres littéraires dont vous avez fait évoquer tout à l'heure, donc pour cerner la littérature, impérativement, il faut connaître les genres littéraires, comme vous le dites. Alors, et les courants, à cela, qu'est-ce que vous rajoutez par rapport? Bon, vous savez, les genres ont leur spécificité, esthétique. Spécificité sur le plan du langage même. Si on devrait comparer deux genres littéraires comme le roman ou la poésie, on dirait d'abord une différence d'abord au niveau du langage. Déjà, c'est pas le même langage, c'est pas la même utilisation du mot. Le poète, c'est un architecte qui valorise le mot, lui donnant des pouvoirs que le romancier ne lui donne pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Le romancier, comme il l'a dit, c'est de transmettre un message de raconter tout simplement à travers un langage banal, simple, clair, accessible à tout le monde. Ce n'est pas le cas du poète. Le poète exalte les pouvoirs du mot. Il exalte les pouvoirs du mot. Comment? Il donne au mot un pouvoir musical, un pouvoir esthétique. Et je peux dire qu'à ce niveau-là, les Parnassiens se sont singularisés à travers Gautier. Parce que le souci, c'était la séduction. C'est une littérature qui a vu le jour au début du XXe siècle avec les esquisses de l'abbé Boilat. C'est récent ça, comparé à la littérature française, occidentale de façon générale. Donc, elle est très jeune. Mais c'est une littérature qui est problématique parce que tout simplement, il y a beaucoup de situations auxquelles elle est confrontée. Si on prend le cas de la promotion qui doit accompagner certains ouvrages, mais elle n'est jamais là. Il y a tellement d'œuvres qui sont en souffrance, qui sont publiées dans des conditions désastreuses, qui ne sont pas accompagnées d'une promotion digne de ce nom. Il y a aussi le fait que, justement, les écrivains qui sont censés venir sur le landerneau littéraire ne se remettent pas souvent en question. C'est des gens qui pensent que c'est acquis, quoi, et qu'ils sont censés aller au sommet en empruntant justement l'ascenseur et non les escaliers. Bon, donc, je dis que faire de la littérature, c'est comprendre que la littérature en tant que projet artistique est un patrimoine avant tout. L'écrivain, de façon générale, c'est un tout. C'est un être social.
il ne peut pas oublier ses origines, fondamentalement. C'est quelqu'un qui vient de quelque part, avant que d'être écrivain, parce que l'écrivain est une autre dimension de l'individu. Omar Ndao, paix à son âme, grand professeur de français à l'UQAD, il disait à un de mes amis qui est prof de français et écrivain, il lui disait un jour, Ndao, dis-moi, Diop, Moustapha Diop, soucie-toi de bien écrire. Tu veux être écrivain, soucie-toi de bien écrire, parce que tout le reste viendra après. Quand on écrit bien, tout ce que vous voulez, vous en tant qu'écrivain, tous vos dessins, toutes vos ambitions vont se réaliser, vous n'avez même pas à douter de cela. Donc souciez-vous de bien écrire et tout le reste viendra. Veuillez nous excuser pour ce petit incident technique. Alors on revient sur le plateau. Gallo, est-ce que tu peux... Oui, la toute dernière question à M. Mbaye. Quel est aujourd'hui le lien entre l'écrivain et le lecteur? La responsabilité même de l'écrivain devant son travail. Je peux dire que quand un écrivain écrit, il s'adresse à un lecteur. C'est de l'émetteur au destinataire, au récepteur. Et comme il a dit, M. Ba, entre les deux, il y a le message. Et le canal, c'est le livre. Et j'emploie un terme que vous citez dans le cadre de la communication. De l'émetteur au récepteur, et entre les deux, il y a le canal. Tout à fait. Et dans le canal, il y a le message. Ouais, on est d'accord. Donc, à partir de là, donc, je peux dire que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a un co-créateur, c'est le lecteur. Le lecteur a un horizon d'attente. Quand vous lisez, il y a l'attente que vous voulez satisfaire. Vous attendez quelque chose d'un livre. Qu'est-ce que vous attendez d'un livre? Lui, il cherche le plaisir de lire, le plaisir de déchiffrer la belle parole. L'autre, il découvre des connaissances du monde, connaissances de l'homme. Donc, il y a plusieurs attentes que l'écrivain qui écrit est soucieux de satisfaire. Donc il y a derrière ce lecteur virtuel un public pluriel dont l'attente est variée par rapport à la création littéraire. Ouais. Donc je peux dire que le lecteur, c'est un co-créateur, c'est un complice. Et entre lui et l'écrivain, il y a un pacte. Le premier pacte, c'est quoi? C'est d'abord adhésion à la fiction littéraire. Il vit comme vrai ce qui n'est que fou. Il vit comme vrai ce qui n'est que fou. Un romancier qui écrit, il invente. C'est du faux. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Mais cela suscite en vous des émotions. Parce que vous le vivez comme vrai. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un complice. Et comme je l'ai dit au début, c'est le lecteur qui fait vivre le livre. En quelque sorte. Voilà. Merci beaucoup, M. Mbaye, pour tous ces enseignements. Vous nous avez bien éclairé donc, sur le thème de la littérature. Gallo Thiam, donc nous on se retrouve mercredi prochain pour un autre thème. Un autre thème, Inch'Allah. Voilà, tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Gallo. Et coucou à tous mes collègues du service commun de la documentation au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Très bien, le message est passé. Allez, à très bientôt. On vous garde encore un peu pour... Ben oui. Coucou aussi à tous mes élèves. Oui. En nous souhaitant aussi la réussite au bac. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. On vous garde avec nous juste le temps de conclure l'émission, puisqu'à côté de vous se trouve Babacar Gueye, donc notre radar du net. Il a un peu écumé la toile de l'Internet. Il va nous en faire le résumé. Bonsoir à tout le monde. On va commencer cette ActuNet par les insolites du web. Et la première information insolite, c'est cette simulation que l'on peut juger psychédélique
qui a été faite par des étudiants américains de l'université de Cornell dans l'État du New York. Donc, la simulation consiste à simuler une invasion de zombies. Vous savez qu'aux États-Unis, la hantise de l'invasion, elle est toujours là-bas. Donc, on a simulé une invasion de zombies et l'étude s'appelle « Vous pouvez courir, vous pouvez vous cacher ». Les facteurs épidémiologiques et la mécanique statistique des zombies. Alors, quand ils ont fait la simulation, il s'est avéré que voilà, après 4 semaines, tous les habitants des États-Unis ou ceux qui vivent sur le sol des États-Unis seraient bouffés par les zombies. Les gens de la ville en premier, les gens des zones rurales en second, et quelques mois après, les gens qui habitent en hauteur. C'est une simulation qui fait froid au dos. On passe à la deuxième information sur le web, c'est ce qu'on appelait le bug juridique en Irlande. Ça s'est passé du mardi 10 au jeudi 12 mars. Il s'est trouvé que la Cour d'appel de Dublin a jugé inconstitutionnel certaines dispositions de la loi sur l'usage de la drogue qui a été faite en 1977. Mais du coup, pendant 48 heures, il était loisible pour tout un chacun vivant sur le territoire irlandais d'user de la drogue, et d'une centaine de drogues, ecstasy, méthamphétamine, etc. etc. Alors, on n'a pas douté, on n'en doute pas. Pendant 48 heures, donc, les camés irlandais se sont donnés à cœur joie et se sont shootés à volonté. On va passer tout de suite pour aller vite. On peut trouver cette information-là sur rfi.fr. On passe tout de suite à l'actualité sur Internet. La première actualité, elle concerne ce qu'on appelle la ronde des présidentiables au Sénégal. C'est le week-end dernier, comme vous le savez, l'ancien Malick Gakou, qui était considéré jusque-là comme l'ancien numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès, a été exclu du parti. Il faut comprendre cet épisode qui a commencé normalement en juin 2014. Lorsque le 16 juin 2014, Malick Gakou se réveille pour dire que l'Alliance des forces de progrès n'a pas de candidat pour 2017. Dès le lendemain, le bureau politique de l'AFP s'est réuni pour dire notre soutien à Macky Sall, l'actuel président, en 2017 ne souffre d'aucune ambiguïté, c'est clair et net. Alors ça a commencé donc l'épisode entre Moussa Fagnas et Malick Gakou jusqu'à jusqu'au, on va dire, en janvier, lors d'une rencontre des cadres du parti de l'AFP, Moussa Fagnas s'est fait copieusement huer. Et on a vu derrière la main de certains cadres comme Gakou et d'autres. Donc du coup, vendredi dernier, le bureau politique s'est réuni et a demandé à Gakou et compagnie de plier bagage. Voilà, alors, la ronde présidentielle se poursuit avec un peu ce qu'on appelle depuis l'acte 3 de la décentralisation, le bras de fer continu entre l'État du Sénégal et l'actuel maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est présenté comme un candidat potentiel et très sérieux pour la présidentielle. Le dernier bras, en fait, l'État du Sénégal apparemment lui met des bâtons dans les roues, et la dernière affaire en date, c'est le blocage de l'emprunt obligataire que le maire avait fait de 20 milliards pour ses projets. Donc l'emprunt obligataire a été donc bloqué. On passe à un autre présidentiable, vraiment, mais qui croupit à Rebeuss, c'est Karim Wade. Non pas seulement pour parler de lui, mais pour parler d'un de ses conseils qui a été jeté en prison parce qu'il a tenu des propos qui ont été jugés comme un appel à l'insurrection. Le 15 mars dernier, à Guédiawaye, dans la banlieue de Karouaz, il s'est permis de dire que si Karim Wade est condamné, vous savez que le verdict sera rendu le 23 mars, si Karim Wade est condamné, prenez vos pilons, vos gourdins, tout ce que vous avez sous la main pour sortir dans la rue. Et il a dit, si Karim Wade est condamné, le président Macky Sall ne passera pas une seule nuit au palais. Eh bien, il a rejoint son client à Rebeuss en attendant. Une autre personne qui a été déférée au parquet à Rebeuss, c'est Serigne Assane Mbacké. Il fait partie de ceux qui sont présumés avoir incendié les domiciles de El Pistolero, Moustapha Cissé Lo. Et la semaine dernière, après son audition, il a dit, droit dans ses bottes, si Moustapha Cissé Lo récidive, je le tue. Alors, voilà. Il a été arrêté par la section de recherche et maintenant il a été déféré au parquet. On passe à d'autres gens qui ont été détenus, on passe à l'international. C'est les gens de Y'en a marre qui sont rendus en République démocratique du Congo et qui ont été arrêtés pour des propos jugés attentatoires, comme on dit, à la sûreté de l'État congolais. Donc, sauf que dernièrement, on peut le lire ça sur Sénéweb, le gouvernement congolais assure que
Fadel Barro et compagnie seront bientôt libérés, donc c'est quand même une bonne information. Une autre personne qui a été condamnée sur l'international, c'est Simone Gbagbo, la femme de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a été condamnée à 20 ans de prison. 20 ans de prison pour atteinte aussi, comme pour le cas de Maître Sall, atteinte à la sûreté de l'État. Ces avocats se sont pourvus en cassation. On attend donc de voir ce qu'il en sera. Alors on passe tout de suite à la troisième rubrique, c'est les plus grosses perles du web. Ça a été vu sur 7sur7.bi. C'est un titre qui constitue une grosse perle orthographique. C'est ce pilote moto, on peut le voir peut-être à l'écran, ce pilote moto a souffert le martyre. Sauf que là, martyr ne prend pas E sur le titre. Ah oui. Ce qui est une vraie faute orthographique. Je prends à témoin de professeur de français. Dans le cas d'espèce, martyr devrait donc prendre E. Parce que le martyr, c'est l'action. Et le martyr, c'est l'individu, on peut l'appeler martyr, mais l'action s'appelle le martyr. Souffrir le martyr, c'est pas... Alors, on passe à une autre perle orthographique qu'on a relevée sur Sénéweb il y a quelques temps, et sur Dakaractu, excusez-nous, et qui a été repris sur Sénéweb, sur Khalima. C'est ce titre, déjà, qui, en termes journalistiques, pose problème. Il est tellement long, on peut le lire. Après Mbaké, Réumi marque le pas dans le département de Kaffrine. Point. Plusieurs conseillers de Benno Bokk Yakaar rejoignent le parti du DCC. Il faudrait comprendre. Déjà, le titre est trop long, mais en plus, c'est un contresens. Parce que si Réumi marque le pas, c'est qu'il ne s'enrichit pas de nouveaux conseils. Ça, c'était la deuxième. Et ça a été repris, sans modification. Par Sénéweb, par Khalima, par tous les sites, presque tous les sites de Sénégal. Alors, on passe à la quatrième rubrique qui s'appelle Sans commentaire. Vous vous souvenez que dernièrement, les djihadistes libyens de Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, avaient menacé de marcher sur Rome. Si vous voulez certainement aller voir le pape. Alors, les autorités italiennes avaient pris la menace très au sérieux. Sauf voilà, les internautes que nous sommes, il y en a en Italie qui se sont moqués de ces gens avec ces tweets que vous pouvez voir. Il y en a un qui les invite à dépasser Rome pour aller jusqu'en Toscane parce qu'il a un peu de vin pour les djihadistes libyens, pour blasphème. Mais le dernier est encore plus intéressant. Lui qui dit, vous allez peut-être venir en Fiat Panda, parce que quand même si la Libye est proche de l'Italie, pour aller jusqu'à Rome, il faudrait le faire. Donc c'était la rubrique sans commentaire. On passe directement à la rubrique coup de cœur. On peut le voir sur CNN, c'est un reportage qui date de 2010, mais qui a retenu notre attention. C'est un Indien qui était chef cuisinier dans une chaîne d'hôtels prestigieux et qui, parce qu'en Inde, il faut savoir qu'il y a au moins 356 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc un Indien sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc il a décidé de consacrer sa vie à la nourriture des sans-abri et des déficients mentaux. On peut regarder l'élément, il y a une phrase qui quand même retient l'attention, c'est quand il dit « Food is one part and love is another part ». Voilà, parce qu'on le voit dedans raser les sans-abri, les parfumer, les câliner et leur donner à manger. Donc c'est vraiment quelqu'un au grand cœur, un bon samaritain comme on dirait. Et on peut voir. On le voit, ok. Un grand cœur. C'est un homme vraiment au grand cœur. Il a le cœur sur la main, comme on dit. Cooking, distributing, then again coming. We are feeding almost about 400 people, 3 meals a day. On voit qu'il prend soin des enfants, hein, c'est ça comme... Des sans-abri, des déficients mentaux. Il les rase, il les lave même, il leur donne des habits. C'est vraiment une action à saluer et il a même démissionné de son poste de chef pour se consacrer uniquement à ça. Ah, peut-être ça donnera des idées. Hein. Oui, surtout pour le Sénégal, ce serait vraiment... Parce qu'avec le nombre de talibés qu'on peut voir, ce sera peut-être un autre sujet. C'est extraordinaire. Voilà, c'était tout pour l'actualité sur Internet. Très bien, Babacar.
On se retrouve vendredi. Vendredi prochain, Inch'Allah. Voilà, mais comme on parle d'Internet, justement, vous savez qu'on peut retrouver nos émissions sur le Facebook de la LCS, donc LCS TV, donc sur Facebook. Et vous pouvez également réagir sur le compte Twitter, donc #LCS. Voilà, quant à nous, on se retrouve très prochainement, vendredi, mercredi pour Galotiam, vendredi pour Babacar. Quant à notre invité, M. Mbaye, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que se conclut cette émission Litsi Sénégal. Vous retrouvez tout de suite votre journal d'information. Bonne soirée.